Merci pour cet accueil. Je n'ai pas fait un long détour parce que pour l'instant je suis à l'IREDU, donc à l'Université de Bourgogne, donc j'ai fait un tout petit détour par le centre-ville. Un vice-recteur chez nous, c'est un vice-président d'université et en particulier ma charge, c'est l'aspect enseignement au sein de l'université. Donc voilà pour ce qui est d'un vice-recteur. Nous n'avons pas de recteur au sens territorial du terme comme vous l'avez en France. Un recteur, c'est un président d'université. Donc ça, on va sans doute avoir pas mal de quiproquos entre nous. Parce que être belge, c'est assez différent d'être français, vous allez voir ça. C'est parfois plus facile de comprendre le Sénégal ou l'Algérie pour des raisons historiques que de comprendre la Belgique qui a vécu sa vie après 1815 et quelques bricoles qui étaient arrivées au régime français. On est devenu belgo-hollandais et puis on a continué à vivre notre vie et on est devenu belge en 1830, ce qui fait qu'on a une constitution propre à cette époque-là qui dit en matière d'enseignement, l'enseignement est libre. Ça veut dire que l'initiative d'enseignement, elle émane des offreurs de services. Et pour vous donner un ordre de grandeur, comme ça va vous éclairer sans doute, on a à peu près 60% de notre enseignement secondaire qui est de l'enseignement, vous appelleriez ça sans doute enseignement sous contrat, majoritairement de l'enseignement catholique. L'enseignement public est lui-même fractionné en différents types d'enseignements sous la responsabilité de différentes entités. Et nos entités publiques chez nous ne s'occupent pas seulement de construire des bâtiments, elles s'occupent réellement des aspects pédagogiques. Et on a une joyeuse concurrence au sein de l'enseignement public aussi. On n'a pas de carte scolaire, on n'a pas de baccalauréat et on n'a pas de Parcoursup non plus, donc il faut vivre avec tout ça. Donc ça va vous demander sans doute de faire quelques gymnastiques et sans doute qu'à la période de questions, vous aurez des questions pour essayer de comprendre ce merveilleux pays dont je proviens. Alors, l'objectif n'est certainement pas de vendre de la crème glacée à des Esquimaux, on n'a rien à vendre et sans doute qu'il y a plein de choses que vous avez déjà faites et que vous avez dit bon finalement ces Belges n'ont rien inventé. Je pense qu'on n'a rien inventé. D'ailleurs l'histoire que je vais vous raconter, si j'y arrive, il faut que je change de présentation, voilà. L'histoire que je vais vous raconter, en fait, elle commence un peu étrangement, parce que, alors c'est sans doute étrangement pour des universitaires, parce que c'est une commande. Alors chez nous, les universitaires répondent assez aisément ou assez volontairement à des commandes qui viennent de l'extérieur. Ces commandes sont rétribuées. Et il se fait qu'un jour, une des responsables de la province dans laquelle mon université est implantée, la province de Hainaut, qui regroupe à peu près 1 300 000 habitants sur un dixième du territoire de la Bourgogne, toute la Belgique, c'est la Bourgogne, pour donner un ordre de grandeur en superficie, mais c'est 11 millions d'habitants. Donc ça vous donne quelques ordres de grandeur. Donc cette responsable du système provincial d'enseignement, qui comporte essentiellement de l'enseignement professionnel et technique, était allé au Québec et était revenu avec une merveilleuse idée, l'approche orientante. Elle a dit, faites-nous ça. Alors, on répond volontiers à ce genre de demande, sauf que ça prend un peu de temps et qu'on ne fait pas exactement ce qu'on nous demande. Ça, c'est un peu aussi le propre des universitaires. Je pense que c'est le propre des universitaires français aussi. Quand on vous pose une question, vous reposez des questions et puis vous continuez de question en question à essayer d'apporter des réponses. Et finalement, la réflexion autour de la question est elle-même intéressante. Les greffes éducatives s'apprennent très mal. Le système québécois n'a pas grand-chose à voir avec le nôtre et donc on ne peut pas transposer aisément une bonne idée qui est sans doute une excellente idée au Québec, dans un système qui n'est pas québécois. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est notre petite aventure qui commence à durer depuis 2009, pardon. Et je vais essayer de vous faire part des réflexions qu'on a eues en se disant, finalement, ce serait bien si cette école était davantage orientante. Alors, davantage orientante, ça ne veut pas dire mettre aussi vite que possible les élèves dans la bonne case, pour se mettre tout à fait d'accord. C'est une école qui va davantage permettre aux élèves de s'orienter, sachant que l'orientation, c'est les élèves qui la font. Nous, on les aide éventuellement, les établissements les aident à faire ce parcours, mais celui qui fait le parcours, c'est quand même l'élève. Donc, comme ça vous permet de voir dans quel état d'esprit on est parti. Alors, alors je vais reprendre une série d'extraits. Je ne vais pas forcément les lire, vous lisez plus vite que moi je peux l'oraliser, mais en tout cas, ça vous donne comme ça une petite idée du cadre dans lequel on s'est inscrit. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce boulot et pourquoi est-ce qu'on fait ce travail de référencement? Parce qu'on voulait aussi montrer qu'une idée québécoise, à l'origine, elle pouvait prendre et germer chez nous, dans la mesure où le cadre dans lequel on s'inscrit en Belgique, y compris d'ailleurs dans un cadre plus général qui est par exemple celui du Conseil de l'Europe, il était tout à fait compatible avec cette idée. Souvent, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais souvent on vous dit c'est pas possible.
C'est pas possible parce que la loi, les décrets, tout ça, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Donc le premier travail qu'on a mené dans l'année 2009-2010, c'était finalement de voir si c'était possible, si la greffe pouvait éventuellement prendre. Et donc ce qu'on va retrouver ici, c'est un certain nombre d'idées qu'on va retrouver dans d'autres textes, comme par exemple celui du Conseil de l'Europe, qui explicite un petit peu cette idée d'orientation. Alors, un autre aspect aussi qui était important pour nous, c'était de se dire pourquoi est-ce qu'on se lancerait, bon sang, dans cette affaire-là? Est-ce que c'est juste parce que la députée provinciale, c'est comme ça que s'appelle la responsable en question, est-ce que c'est juste une idée comme ça, et puis finalement, il n'y a pas de raison de se lancer dans cette aventure? Pourquoi une école plus orientante? Alors, une des réponses, c'est malheureusement, pour ce qui concerne la Belgique, le fait que notre école n'est pas ou est très peu orientante. Je vous ai parlé de notre constitution merveilleuse de 1830 qui dit l'enseignement est libre. Ça veut dire qu'en gros, vous avez de l'offre de services éducatifs qui est subventionnée, y compris dans ce que vous appelleriez sans doute de l'enseignement sous contrat, et puis vous avez des demandes d'éducation et les parents vont choisir parmi cette offre-là. Nous avons une forte concurrence entre établissements et on a ce que les chercheurs appellent très généralement un quasi-marché scolaire, c'est-à-dire que les individus vont se frayer un chemin là-dedans, y compris d'ailleurs jusqu'au supérieur où nous n'avons pas de parcours sup, on va s'inscrire à l'université, il n'y a pas de contingentement, on n'est pas en économie planifiée, on arrive et on essaie de se trouver une place, et en principe, dans l'enseignement public, on pousse les murs si nécessaire. Donc, pour vous donner une petite idée de comment les choses vont se passer, ça se passe beaucoup plus difficilement au début du secondaire, où il y a un engorgement et des volontés d'aller dans certains établissements plutôt que dans d'autres, évidemment. Pourquoi évidemment? Parce que le service n'est pas perçu comme homogène ou équivalent. On a des écoles qui sont très attractives et d'autres qui le sont moins. Et un autre aspect aussi qu'il faut certainement prendre en compte, c'est que chez nous, dans la partie francophone en tout cas du pays, la volonté des parents, c'est d'abord de rester dans de l'enseignement général, et puis éventuellement de bifurquer. Et si possible, à tout prix, rester dans l'enseignement général, ce qui fait que ça provoque un certain nombre d'engorgements dans les écoles qui vont faire une offre d'enseignement général jusqu'à la fin de ce qui serait chez vous le lycée. Nous avons des établissements secondaires qui font les 6 années chez nous d'enseignement secondaire, c'est aussi une particularité sans doute. Donc on va essayer de se placer dans une filière générale et on va essayer d'y rester à tout prix, ce qui fait que les taux de redoublement pour rester dans la filière générale vont être très importants. On vous bat très certainement, malheureusement, sur les taux de redoublement en fin de secondaire et on n'en est pas fiers. Parce que notre modèle va conduire à essayer de rester dans cette filière. Et donc l'orientation vers l'enseignement technique et professionnel est perçue comme une relégation. Et dans les faits, ce n'est pas entièrement faux, puisque la population scolaire qui va se retrouver dans l'enseignement technique et professionnel est objectivement une population plus faible d'un point de vue académique, puisque la sélection s'est opérée au début du secondaire, dans les 2 premières années du secondaire. Donc les élèves ont entre 12 et 14 ans, vers 14-15 ans, ils vont alors partir. Alors parfois, on reste dans le même établissement, mais on change de filière. Parfois, on change d'établissement. Et donc, c'est les élèves les plus académiquement faibles qui vont partir vers ces filières-là, avec du redoublement, une expérience négative de l'école et éventuellement un positionnement dans des trucs qui ne les intéressent pas a priori beaucoup. Donc on est dans cette situation-là. Donc objectivement, les élèves qui se retrouvent dans l'enseignement technique et professionnel, en moyenne, sont moins motivés, ont un parcours scolaire plus chaotique, ont des acquis scolaires plus faibles. Donc, quand on parle de revaloriser l'enseignement technique et professionnel, évidemment, c'est à la base que les choses devraient se passer, et il ne suffit pas de se dire, ok, on va revaloriser, ou il suffit d'orienter. On a vraiment une structure qui conduit à cette inégalité de filières, et ce n'est pas simple. Donc, on a vraiment ces relégations, et ce qu'on a aussi remarqué, c'est que ce que nous appelons finalement un effet de cascade s'amplifie, et une fois qu'on est parti, on revient rarement. Donc on a l'habitude de dire que notre système part du général vers le technique, le professionnel, l'alternance. On a aussi de l'enseignement spécialisé très très important en volume. Et bien finalement, on a un effet de cascade, de toboggan. Et les saumons sont assez rares, donc les élèves qui partent dans l'autre sens et qui arrivent à remonter, c'est l'exception. Donc voilà pour vous donner un petit peu la vision de notre système. C'est pas glorieux, donc je ne suis pas en train de vous persuader de venir inscrire vos enfants dans l'enseignement secondaire belge francophone, c'est certainement pas ce que je dis, mais on pense qu'il y a des marges de progression. Et certainement qu'une partie du problème vient notamment de ces problèmes d'orientation, puisque si vous m'avez suivi, le début de l'enseignement secondaire, c'est essentiellement de l'enseignement académique. Et si on n'est pas bon dans le domaine académique, alors on va faire de l'enseignement technique ou professionnel. Alors assez curieusement, on ne fait jamais l'inverse. Si vous êtes mauvais en soudure, on vous oblige à faire du latin, ça n'existe pas.
C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Et donc, évidemment, si on veut revaloriser des filières techniques ou professionnelles, il y a à se demander pourquoi on se retrouve bon sang quand on est mauvais en latin à faire de la soudure, alors que ce serait peut-être plus intéressant d'y aller si on est bon en soudure. Hein, mais on ne fait jamais ce genre de réflexion, ou si on a envie de faire ce genre de choses. Donc voilà un petit peu le genre d'idée, et donc cette idée de décrochage, alors je suis très heureux de participer à une aventure de décrochage, en tout cas de m'inscrire dans cette perspective-là, mais elle est vraiment liée à ces problèmes d'organisation du système, d'organisation systémique, et elle est aussi liée à finalement cette orientation négative, où en fait le conseil de classe, qui prend ses décisions en fin d'année, en fait ferme un certain nombre de portes à certains et laisse continuer la course d'autres. On est vraiment dans cette perspective-là, ce qui amène aussi pour les élèves brillants, académiquement, à se retrouver en fin de parcours, alors je vous ai dit on n'a pas de bac, mais à la fin du parcours d'enseignement secondaire, à l'entrée du supérieur, à ne pas être plus avancés que leurs collègues, parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils ne savent pas trop bien ce qu'ils vont faire non plus. Donc un système qui n'oriente pas bien ou qui n'aide pas à orienter, à la fois provoque des effets peu glorieux pour les élèves qui vont se retrouver dans des parcours professionnels ou techniques, mais n'aide pas non plus les élèves qui ont une réussite sans trop de problèmes pour arriver à la fin du secondaire et à faire leur choix. Donc voilà toutes les petites raisons qui, se cumulant, provoquent un système qui est très peu équitable et malheureusement très peu performant aussi. On n'a pas non plus une place, si vous avez regardé un petit peu les résultats de PISA, la partie francophone du pays n'est pas non plus dans une situation très enviable, mais bon, on partage un certain nombre de caractéristiques, même si les structures ne sont pas les mêmes, ou les raisons pour lesquelles on arrive à ces situations-là ne sont pas nettement les mêmes, ou pas historiquement les mêmes. Alors, cette histoire que je vous raconte, elle est d'autant plus triste, évidemment, j'espère que personne ne va pleurer à ce moment-là, mais elle est d'autant plus triste qu'évidemment le filtre social va se mettre à jouer aussi. Si c'était seulement ceux qui étaient académiquement faibles, parce qu'ils sont académiquement faibles, parce qu'ils n'écoutent pas ou ils ne font pas attention, qui se retrouveraient sélectionnés, non, malheureusement, cela va se cumuler évidemment, en tout cas chez nous, avec ce problème de niveau socio-économique. Et donc, les filières sont à la fois fréquentées par des élèves qui n'ont pas les mêmes caractéristiques académiques, mais qui n'ont pas non plus les mêmes caractéristiques socio-économiques, malheureusement. Donc, vous voyez que le mouvement, ou en tout cas les choses qui nous amènent à nous bouger, elles commencent à devenir lourdes, hein, et donc c'est assez difficile, en tout cas moi je pense assez difficile pour un universitaire de faire ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est-à-dire faire les constats, ce que je suis en train de faire avec vous, et puis de se dire, bon bah voilà, on plie l'affaire et on va faire autre chose. Donc vraiment, ça c'est assez, je pense, assez insupportable. Et donc l'idée, quand on a été sollicité en 2009 de dire, bah, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, je pense que c'était assez logique de se dire, bah oui, on pourrait sans doute faire quelque chose. Et finalement, en matière d'éducation, dans notre système, tout sauf la même chose pourrait être utile. Donc on peut se dire, on part avec des portes pas mal ouvertes et on peut prendre assez bien de risques en se disant, bon, ça ne sera pas forcément très nuisible, puisque l'idée de ne pas nuire, évidemment, elle va aussi nous tirailler. Mais on peut se dire, bon, on a des marges de progression, donc on peut certainement y aller. Alors, je vais passer très très vite ce que je vous raconte là. Ce que j'ai essayé de faire, c'est aussi de reprendre un certain nombre de points québécois, français, pour dire finalement, on est dans une aventure où l'orientation est réellement un sujet d'intérêt, il y a toutes les raisons du monde de se bouger, et malheureusement, dans beaucoup de cas, et je pense qu'ici je reprends un extrait du rapport du Haut Conseil de l'éducation en France, la décision d'orientation, elle s'appuie pour beaucoup sur des décisions qui sont prises sur base de notes. On peut améliorer les notes, on peut travailler, améliorer la docimologie, essayer de faire de meilleures notes, etc. Mais enfin, néanmoins, on est toujours dans un système, ou en tout cas très largement dans un système, qui va déterminer les parcours à partir du passé, plus qu'à partir de l'avenir, hein, de ce qu'on pourrait faire avec cela, et qui va aussi déterminer les choses à partir finalement du cadre scolaire dans lequel on est et des parcours qu'on offre à l'intérieur du système scolaire, plus que de sortir la tête et de regarder vers où on peut aller. Et finalement, on a un assez gros décrochage entre le monde scolaire dans lequel on peut faire des parcours, et parfois des parcours tout à fait brillants, et puis le monde réel, hein, ce qui existe autour. Alors l'école c'est réel, mais ce qui existera après, on est à l'école pour un moment déterminé de sa vie, après il y a le reste. Et donc il y a évidemment à pouvoir sortir cette tête, et c'est pas évident non plus, parce que le monde scolaire chez nous dit oui mais attention, on n'est pas là pour former les travailleurs. Alors c'est vrai, on n'est pas là que pour former des travailleurs, on est là pour former des citoyens.
mais les citoyens sont aussi des travailleurs. Enfin, on peut espérer, sauf si la valeur de travail, on peut supprimer le travail, peut-être un jour on y arrivera. Les robots font tout ça pour nous, mais aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on forme des citoyens, mais aussi donc des travailleurs, des acteurs culturels, des gens qui vont réfléchir au système. Et en oubliant, et ça c'est parfois un peu un côté bobo que nous avons, c'est-à-dire on ne veut pas savoir ça, on ne s'occupe pas de ça, et bien finalement le risque est grand de faire des tas de choses qui ne sont pas favorables à nos élèves non plus. Est-ce qu'on fait vraiment des citoyens quand on les rend incapables de s'insérer dans le tissu économique, social, culturel? Et donc, bon, je pourrais poursuivre en disant, bon voilà, alors là, oui, malheureusement, l'orientation est fondée sur l'échec, etc., etc., etc. On est essentiellement académique, on a une vision scolaire, forcément à l'école, on a une vision très scolaire de l'histoire. Les notes et les résultats et les examens, eh bien, sont les indicateurs, et là, je suis passé de l'autre côté de l'océan, sans vous le dire, mais on est passé au Québec, les mêmes constats vont arriver, donc les Québécois ne sont pas exempts de cette réflexion non plus, donc je peux faire cela sur les indicateurs. Les résultats scolaires continuent actuellement, le ministère le dit aussi, et ce qui est aussi très très intéressant, c'est de se dire que finalement, non seulement les chercheurs le disent, alors ça, les chercheurs sont un peu des rabat-joie, ça fait longtemps qu'ils disent des tas de choses, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire qu'il y a aussi longtemps, les gens légitimes à dire des choses de façon publique par rapport au système le disent aussi. Les constats, ce n'est pas juste des choses qu'on va trouver dans la littérature en disant « ouais, il faudrait aller à la bibliothèque, il faudrait chercher ». Non, non, les conseils et les autorités vont dire ce genre de choses aussi. Donc on a vraiment toutes les raisons de vouloir se bouger un petit peu avec en quelque sorte la bénédiction de nos autorités puisque les constats sont faits aussi. Alors, évidemment, on peut distinguer, et je crois que c'est important de distinguer ce qui est la réussite scolaire des autres types de réussite et de réfléchir aussi certainement, comme le font d'autres, à la différence entre la réussite scolaire, c'est-à-dire ça se passe bien, on a plein d'étudiants, y compris à l'université, qui réussissent très bien, qui décrochent leur master, et puis qui se disent « youpi, je suis ingénieur, mais c'est pas ça que je voulais faire, j'ai fait plaisir à papa et à maman, et maintenant je fais autre chose ». Dans ma fac en psycho, on a quelques ingénieurs qui reviennent refaire la psycho parce qu'ils se disent que de l'humain, ce serait pas mal non plus. Après avoir brillamment réussi leurs études. Nous avons dans ma faculté un boursier de l'équivalent du CNRS, si vous voulez, qui a décidé de faire sa thèse en psycho. Et donc, ces orientations-là aussi existent, ou ces absences de réflexion, ou ces contraintes sur l'orientation. Et donc, mon brave collègue là-bas, il a clairement une distinction entre sa réussite scolaire qui est bonne, et puis ce n'était pas forcément ça qu'il voulait faire. Et donc, sa réussite personnelle, elle peut être aussi très très différente, voire la réussite professionnelle. On a aussi des gens qui sont brillants à l'école et puis qui s'effondrent dans le monde professionnel parce que finalement, les valeurs qu'on va accrocher au monde scolaire ne sont pas nécessairement exactement celles du monde du travail et les contraintes ne vont pas être les mêmes. Donc je pense qu'il faut aussi être assez vigilant. Alors je parle évidemment, c'est là que j'ai l'impression parfois de vendre de la crème glacée à des Esquimaux. J'en suis sûr, vous êtes convaincus de cette idée qu'il y a 3 dimensions et que les 3 dimensions elles ne se recouvrent qu'imparfaitement. Ce serait trop facile si les trois perspectives se recouvraient toujours très bien et que quand on réussit bien à l'école, on réussit professionnellement et on réussit personnellement. D'accord ? Alors, oui, là je vais certainement passer très très vite, mais c'était l'argument tel qu'il figure dans le bouquin, c'est de dire finalement les mécanismes de sélection sont ceux-là, d'abord académiques, si pas bon académique, alors manuel, et puis si pas bon manuel, voilà. Oui, parce qu'après on fait quoi donc on est vraiment dans cette perspective-là, je pense. Alors, je suis en train de repartir en arrière, ça c'est moins bien pour nous, en termes d'orientation. Voilà, les orientations, les filières. Alors, peut-être une petite pierre aussi dans notre jardin, nous avons, nous, des centres psychomédico-sociaux, c'est là qu'on va retrouver les psychologues de l'éducation. Je ne peux pas appeler ça national, puisqu'on n'a pas d'éducation nationale, donc on n'a pas de psychologue de l'éducation nationale, mais c'est dans ces fameux centres où on va finalement être à côté de l'école, avec une certaine indépendance, ce qui est avantageux, parce que ces centres sont indépendants des établissements, c'est-à-dire qu'ils peuvent, d'un point de vue déontologique, travailler avec une indépendance, mais ils ne sont pas si indépendants que ça, alors ça je le dis entre nous, puisqu'il n'y a pas de Belges dans la salle, mais ils sont quand même liés aux effectifs des établissements qu'ils desservent. Donc si l'établissement va mal, les collègues ils vont être moins nombreux aussi. Et donc évidemment, quand on est tributaire de la population et des effectifs, on ne va pas forcément être totalement libre. Alors
Les collègues se sentent peut-être totalement libres, mais c'est difficile d'imaginer qu'on est totalement libre de faire des propositions d'orientation vers des établissements qui ne seraient pas ceux qu'on dessert, par exemple. Puisqu'on place nos collègues, nos collègues psychologues, dans une situation qui est un peu difficile. Hein. Il faut manger, et puis il faut aussi être déontologiquement correct. Alors je pense qu'ils privilégient la déontologie, j'en suis certain. Mais on est quand même dans une situation qui n'est pas facile pour eux. Hein, vous en conviendrez. Et tout le système d'appui psycho-médico-social est lié à l'établissement. Si vous vous rappelez tout à l'heure de mon chiffre, 60% des établissements du secondaire sont des établissements de type sous contrat. Et les enseignements, les établissements publics sont aussi différents. Ça veut dire qu'il y a autant de centres psycho-médico-sociaux qu'il y a de ces établissements. D'accord ? Donc, vous devez évidemment vous placer dans un système de quasi-marché dans lequel les conseilleurs, les aidants sont aussi dans le marché. Et on n'a pas de système d'orientation commun, neutre, de service public. Puisque même dans le service public, on a une concurrence entre services publics et puis entre services publics et services subventionnés de type privé. Donc vous voyez un petit peu le genre de situation qui rend très très compliqué notre positionnement pour aider les étudiants. Ça va être la même chose à l'université. Nous avons des universités, majoritairement l'enseignement supérieur, universitaire, il n'est pas public. Nous avons 6 universités, 2 sont publiques, les 4 autres ne sont pas publiques. Qui va conseiller ? Alors on n'a pas de Parcoursup non plus. Ben non, alors vous allez peut-être le regretter ou vous réjouir que nous n'ayons pas de Parcoursup, mais ça veut dire que finalement, la démarche, elle repose sur l'individu. C'est l'individu qui doit prendre son bâton de pèlerin, s'informer auprès d'informations qui lui sont délivrées par les gens qui ont un certain intérêt à aller voir s'inscrire, et puis faire leur choix et essayer d'aller s'inscrire dans l'établissement qui serait l'établissement de leur choix. Donc ça vous donne comme ça aussi quelques différences. Je pense qu'on peut difficilement emprunter à son voisin, on n'est pas non plus là pour essayer de trouver un bon modèle chez le voisin, mais en regardant comment un voisin fonctionne, et moi j'ai beaucoup d'intérêt pour votre fonctionnement, ça permet de réfléchir son propre fonctionnement. Et je crois que, j'espère en tout cas que c'est ce que je peux apporter. C'est-à-dire, ce que nous faisons n'est pas une fatalité. Très très souvent, quand on discute avec nos collègues, ils disent on ne peut pas, c'est pas possible, on ne pourrait pas, qu'est-ce qu'on ferait si ? Ben, on verra bien, on peut réfléchir, on peut en tout cas s'autoriser à réfléchir. C'est pas pour ça que n'importe quelle idée qui stitche dans le cerveau de quelqu'un sera la bonne idée. Il y a des contraintes, etc. Mais je pense qu'il faut aussi se dire, ouvrons les yeux, réfléchissons un moment et voyons voir ce qu'on peut proposer d'autre. Un des aspects aussi qui est assez embarrassant pour nos collègues des centres psychomédico-sociaux, c'est qu'ils ont une kyrielle de mission. Et donc dans la kyrielle de mission, eh bien, l'orientation ou l'aide à l'orientation, évidemment, n'est qu'une de ces missions particulières parmi toutes celles qu'on peut imaginer. Et donc, progressivement, alors vous allez me dire, j'ai chargé la barque, donc il faudrait voir ce qu'on va faire avec cette barque-là maintenant. Eh bien, tout ça conduit à réfléchir finalement avec tout cela, toutes ces contraintes-là, comment peut-on faire en sorte finalement qu'on essaye d'aider les élèves à se faire une idée de leur parcours. Je pense que je peux passer à des réflexions sur les initiatives. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ? On a proposé plusieurs choses. Je vous parlerai tout de suite après de l'approche orientante développée dans une province et qui s'est diffusée progressivement et qui continue à se diffuser. Mais avant cela, peut-être d'autres expériences. Alors, j'en ai pointé une, il y en a plein d'autres auxquelles nous, on a participé. C'est un projet qu'on a appelé Expert. Alors pourquoi expert écrit comme ça ? Parce que l'idée était de faire en sorte que les écoles elles-mêmes, qui ont une certaine expertise, puissent se parler. Alors, dans le système tel que je vous l'ai décrit, 2 chefs d'établissement de 2 écoles qui sont sur le même trottoir, mais qui appartiennent à ce qu'on appelle des pouvoirs organisateurs différents, n'ont aucune raison de se rencontrer. Donc ils peuvent complètement ignorer leur voisin qui n'appartient pas au même réseau, qui n'a pas les mêmes contraintes, etc. Simplement, c'est un concurrent sur la place. Donc l'idée, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose ensemble ? Et ce projet expert qu'on a encadré pendant 2 années, c'était une initiative ministérielle, c'est-à-dire on va travailler avec 45 établissements, c'est-à-dire 45 établissements secondaires, il y en a 500 en Belgique, ça vous donne un petit... Belgique francophone, je ne parlerai jamais que de la Belgique francophone, je vais vous parler de la Belgique flamande, mais c'est une autre histoire. 45 établissements, donc c'est un petit 10% de ces établissements, et on a essayé avec ces établissements de travailler sur un tout petit aspect qui était la 3e année de l'enseignement secondaire. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on sort du primaire, on entre au secondaire, 1, 2, 3, et cette 3e année, elle est importante.
et en tout cas la troisième année professionnelle, elle est importante parce que vous avez fait vos 2 premières années de secondaire, on pourrait dire en quelque sorte vous êtes à la fin du collège, et puis vous entrez et là les filières commencent. Et donc cette troisième professionnelle, elle va accueillir les élèves les plus faiblards d'un point de vue académique. Ouais. Et c'est déjà de l'enseignement professionnel. À côté de ça, vous avez de l'enseignement technique qui est un peu plus relevé, puis vous avez l'enseignement général. Et donc le travail s'est opéré sur cette troisième année en se disant, mais finalement, ces élèves, ils débarquent dans des sections professionnelles. Alors souvent, une section professionnelle qui est tout près, hein, c'est l'orientation mobilette, c'est celle où on peut aller avec sa mobilette sans qu'on doive faire de long. Et dans cette orientation mobilette, il se fait que dans l'école d'à côté, vous avez boulangerie, aide aux personnes et peut-être ferronnerie. Et vous n'avez pas du tout envie de faire ça, préfériez faire de la mécanique de mobilette, okay, mais vous êtes face à ces 3 choix. Et donc on va se retrouver en troisième professionnel dans un truc où vous allez dire, voilà, tiens. Hein, et donc on est posé là. Et puis les écoles, ces 45 écoles, avaient dit, ok, on peut essayer de réfléchir un petit peu et voir un peu comment on peut faire. Et ce qui était assez particulier, c'est-à-dire, est-ce que cette troisième année ne pourrait pas être une sorte d'année orientante? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas finalement à ce moment-là, on va devoir faire des choix, puis on a laissé dériver la barque, et puis on se retrouve là, on vous a posé là. Est-ce que quand on nous a posé là, on ne pourrait pas aussi réfléchir à ce qu'on fait là et vers où on pourrait aller? Et donc, par exemple, au lieu d'avoir trois sections et puis on équilibre les effectifs, on pourrait peut-être bien faire quelque chose en troisième qui aborderait les 3 perspectives développées dans l'établissement, qui permettrait d'y toucher un petit peu et de progressivement avancer. Donc, vous voyez, c'était une toute petite touche pour des gens qui étaient vachement déjà orientés. Ils étaient dans la petite case qui se trouve là-bas sur le côté du système. Et donc on a pu mener ce genre d'entreprise 2 ans avec donc, des équipes des 45 établissements en travaillant sur 3 aspects. Premier aspect, sur les aspects de motivation des élèves. Quand ils se retrouvent là-bas, ils n'arrivent pas forcément en chantant le matin. Et donc, il y avait cette réflexion sur comment peut-on faire en sorte qu'en donnant du sens à ce qu'on leur propose et qu'il n'y ait pas la pression d'être puni, on peut avancer sur une motivation plus importante. Si on arrive à recréer ou à susciter cette motivation, on ne peut pas la faire à la place des élèves, on ne peut pas monter la motivation, on peut simplement travailler sur le contexte pour faire en sorte que cette motivation s'élève un petit peu. Comment peut-on faire, par exemple, pour travailler sur des objectifs principaux qui étaient les nôtres, diminution du taux d'échec, ça c'est un peu à long terme, mais aussi, par exemple, amélioration du rapport à l'école et à l'apprentissage. Donc, faire en sorte que si les élèves ne venaient toujours pas en chantant, ils viennent. Ce qui était déjà pas mal. Et puis quand ils étaient là, ils causent moins d'ennuis. Et puis, ayant moins d'ennuis, ils sont moins réprimés. Donc ils ont peut-être un peu plus envie d'y être. Et puis on passe un peu plus de temps à faire du contenu plutôt que de la police, de classe, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur ces aspects de motivation, de travailler, et je l'ai un peu évoqué, sur l'orientation en étant modeste, en disant on a une offre qui est limitée. Dans cette offre limitée, peut-on essayer de les persuader ou de les aider à se persuader que ce choix-là est peut-être un meilleur choix que cet autre choix, dans une palette limitée et sans réformer tout le système. Ici, on n'a absolument pas touché à l'architecture générale du système. On joue petit dans une année, dans une école, avec un petit groupe d'élèves. Ça peut être 15, 20 élèves dans un établissement qui s'occupe de tas d'autres choses. Donc voilà un petit peu l'idée, l'orientation et puis l'organisation. On s'est aussi rendu compte que finalement, les horaires scolaires, ils ont des contraintes, mais en fait, on a des possibilités d'aménagement. Et souvent, on ne le fait pas parce que les profs ont des contraintes. Vous avez 2 sections, il faut qu'ils se déplacent. Les profs ont des souhaits aussi. Hein. Je voudrais bien ne pas venir tous les jours, par exemple. Hein. Donc, ils préféraient qu'on masse les cours le lundi, puis le vendredi, etc. Ou l'inverse, ne pas les mettre le lundi et le vendredi. Donc, il y a des contraintes de locaux, il y a plein de contraintes, il y a les autres sections. Mais l'idée était, est-ce qu'à partir du jeu dans lequel on joue, on peut lever un certain nombre de contraintes pour faire des choses qui ont un peu plus de sens? Donc, plutôt que de faire du saucissonnage d'heures de cours, est-ce qu'il y a moyen de regrouper les cours pour permettre de développer davantage certains aspects? Est-ce qu'on peut permettre de sortir de l'établissement? Oui, on peut. Il y a un cadre pour ça, mais ça demande un peu d'effort, etc. Donc on a travaillé sur ces 3 aspects, et surtout un aspect qui finalement était induit par cela, c'était de faire en sorte que les équipes se mettent en projet, c'est-à-dire pensent ce qu'elles font comme un projet, plutôt que comme l'exécution d'un plan.
qui est donné par l'extérieur. Et ça, c'est pas facile dans notre système, parce qu'on a encore une vision scolaire qui est très cellulaire, c'est-à-dire chacun dans sa classe, moi je donne cours ici, je sors d'ici, je vais dans la classe d'à côté, et le lien qu'il y a entre ce que je fais ici et la classe d'à côté, il n'y en a pas vraiment, c'est moi le lien. Et puis les élèves, eux, ils font le lien entre les différents profs, mais quel est le lien ? Quelle est l'idée que nous avons de cette classe-là ? C'est évidemment quelque chose qui est assez ténu parfois, voire absolument absent, et donc on s'est rendu compte, et nos 45 équipes-là, ce sont pour certaines, pas toutes, ça a marché pour certains, ça n'a pas vraiment pris pour tout le monde, se sont rendus compte que l'idée, avec cette classe-là, on ne pouvait pas y échapper à cette idée de mettre en projet, de donner du sens et de lier les choses. On ne peut pas dire le prof de français donne des heures de français, le prof de maths donne des heures de maths, le prof de mécanique donne mécanique, ça ne pouvait pas marcher. Les élèves arrivés à ce stade-là étaient pas capables par eux-mêmes de faire les liens que les gentils et bons élèves de l'enseignement général, quand ils sont gentils et bons, font. C'est-à-dire qu'ils trouvent du sens entre moi, ce que j'ai dit en maths, et ce que mon collègue en français, et ils trouvent plus de raisons d'avoir du sens et de rapprocher les choses que de considérer que ça n'a aucun sens et que ça ne se rapproche pas. Mais ça, c'est pas donné. Hein. Et si c'est pas donné pour les élèves, c'est pas donné non plus pour les enseignants de ces sections-là. Donc il y a eu un travail dans les écoles qui ont pu bien avancer sur cette idée-là. Et puis une autre idée qui était compliquée, mais qui était liée à celle de projet, c'est fixer des objectifs et puis vérifier qu'on les atteint. Et donc l'idée d'avoir des objectifs principaux, ça a aussi conduit, avec ces écoles, à essayer d'approcher des indicateurs. Alors pour les enseignants, ce n'est pas non plus donné d'accepter de rentrer dans la perspective d'évaluer ce qu'on est en train de faire. On évalue beaucoup comme enseignant, mais on n'aime pas tellement d'être l'objet d'évaluation. Mais ça, personne n'aime être l'objet d'évaluation. Mais ici, c'est une évaluation qu'on va devoir construire. Si on fait un projet, ce serait bien qu'on arrive aux objectifs qu'on s'est donnés, surtout si on se les donne soi-même. Et donc l'idée de construire des indicateurs, par exemple, le taux d'échec, ok, ça on peut estimer, on a l'habitude, on compte le nombre d'étudiants qui ont un échec, 2 échecs, 3 échecs, ceux qui ne devraient pas passer l'année ultérieure. Mais quand on se demande ce qu'est finalement le rapport à l'école, comment est-ce que moi, dans mon équipe éducative, je vais pouvoir mesurer ça? Quels sont les indices? Alors on va retomber sur des choses. D'abord, on se dit, est-ce que les élèves sont là? Est-ce que les dégradations dans l'établissement vont diminuer? Etc. Et on va voir que c'est parfois très ténu. Il faut essayer de trouver des données. On ne les a pas toujours. Alors le but n'est pas de transformer les écoles en une nouvelle administration. Hein. On ne voulait pas faire une DEP dans chaque école. Ce n'était pas ça l'objectif. C'était de dire, ok, qu'est-ce qu'on peut récupérer comme information à moindre coût, relativement objective, sur lesquelles on va se mettre d'accord pour dire qu'on avance dans la bonne direction. Voilà. C'était une petite expérience modeste pendant 2 années, et je pense que certains établissements ont en effet progressé dans cette perspective-là. Alors je ne peux pas vous dire aujourd'hui, moi je n'ai pas refait un coup de sonde pour aller voir avant de venir s'ils étaient toujours inscrits dans cette perspective-là. Je n'ai pas de chiffres, donc je n'ai pas d'indicateur. Le cordonnier est parfois le plus mal chaussé. Mais en tout cas, quand on recroise un certain nombre d'équipes, on voit qu'en effet certaines ont abandonné, puis d'autres semblent être toujours dans le mouvement. Et donc, voilà ce qu'en tout cas on a pu dégager à la fin de ce projet de 2 années. Hein. Donc, trouver des éléments de projet, pouvoir parler de ce qu'on fait, chacun, parler ensemble de ce qu'on fait, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. Hein. Et éventuellement aussi, se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'inventer la roue. Alors ça, c'est pas évident parce que finalement, vous avez des chercheurs qui cherchent, qui communiquent vis-à-vis de leur pairs, qui communiquent sans doute pas très bien vis-à-vis du tout venant et vis-à-vis des enseignants, et puis des enseignants qui ne cherchent pas forcément à lire ce que font les chercheurs parce que ce n'est pas forcément facile ou agréable à lire. Donc on a quand même 2 publics qui font chacun leur vie. Ils ont de toute façon des objectifs qui sont un peu différents. Les chercheurs, ils sont surtout évalués sur ce qu'ils produisent en termes de recherche et les enseignements qu'ils donnent à l'université. Et puis les enseignants, ils sont évalués sur ce qu'ils font dans leur école. Et donc finalement, le lien est assez ténu aussi. Et le boulot dans cette recherche, ça a été de vulgariser un certain nombre de connaissances. Et quand on faisait ce genre de choses, sur la notion d'indicateur, c'est quoi un indicateur? Les enseignants disaient, oui, mais finalement, oui, ça va de soi. C'est pas si, ça n'a rien de bien malin. Et puis les opérations qu'on va faire sur les données, il ne faut pas avoir fait Polytech pour arriver à s'en sortir. Et on est capable de faire ça. Et donc je crois que c'était aussi un message important, mais c'est vrai que ça suppose de vulgariser ce qu'on écrit, de prendre la peine de ne pas vulgariser outrancièrement, mais de suffisamment rendre les choses compréhensibles pour que les enseignants aient envie de les lire. S'ils n'ont pas envie de les lire, ils ne les lisent pas et donc ils n'en font rien. Et nous, finalement, ce qu'on a fait ne sert pas à grand-chose. Donc c'est aussi un des points importants. Alors je ne dis pas qu'on écrit de façon plus claire aujourd'hui,
tout le temps. Je ne dis pas non plus qu'on est tout le temps dans les écoles ou qu'on est en train de tout le temps penser à l'usager, mais je pense que ça nous a aussi un peu secoué de dire, finalement, qu'est-ce qui est utile dans tout ce bazar? Alors, le centre de l'histoire, c'est l'approche orientante. Donc vous avez un site qui s'appelle approcheorientante.be qu'on est en train de refaire. Donc je suis désolé, il n'est pas fait. Nos vacances scolaires, à nous, c'est maintenant. Donc le personnel qui travaille là-dessus est pour l'instant en balade, mais quand vous reviendrez vous-même de vacances, vous allez sans doute trouver les choses un peu plus rénovées. Le look a été rénové, mais le contenu doit encore être alimenté. Alors, donc ce travail, c'est un travail d'adaptation. Et ce qu'on a voulu faire aussi, alors c'est pas évident dans un modèle de concurrence, c'est tout ce qu'on produisait, on le mettait en ligne. Alors, tout ce qu'on produisait, je vais essayer de vous donner une petite illustration, et puis si vous êtes curieux, si vous avez un peu de temps, vous irez voir les différentes choses. Mais tout ce qu'on produisait, donc, à l'université, en partenariat avec les écoles, des différents réseaux, eh bien, on allait le rendre public, parce qu'on considérait que c'était de l'argent public et qu'il n'y a pas de raison de ne pas le rendre public. Alors, c'était un peu compliqué au début, parce que finalement, un réseau d'enseignement paye pour produire des outils qui pourraient être utilisés par d'autres. Alors, on a eu un petit travail d'explicitation là-dessus. On a dit, mais vous savez, un travail que vous faites, dont on reconnaît la paternité, si sur les feuilles qu'on produit, il est bien marqué « province de Hainaut », ben vous avez montré que vous étiez en train de faire quelque chose. La personne qui va l'utiliser, à moins d'être malhonnête et de couper le bas de page, ben, elle va utiliser, alors ça existe des gens malhonnêtes, mais on peut aussi faire le pari que peut-être les choses vont se diffuser. Quand on va présenter quelque chose, eh bien, on va être les pionniers, on va pouvoir montrer ce qu'on fait, on va avoir des arguments, etc. Et donc, progressivement, cette idée, dans un modèle concurrentiel de « on a aussi intérêt à soigner, en quelque sorte, son image de marque », pour parler marketing, eh bien, ça peut être aussi une façon, finalement, de résoudre ce problème qui est l'argent public doit servir à tous. Donc il faut parfois, dans un système comme le nôtre, faire des pirouettes, se dire comment est-ce qu'on arriverait bien à obtenir le résultat qu'on veut obtenir en persuadant les gens qu'ils doivent investir et que c'est bien quand ils investissent. Ouais. Donc vous voyez un peu l'affaire. Et finalement, cette idée, ce programme, s'est développé dans une province, alors le Hainaut est réputé pour être plutôt une province pauvre et fort peuplée, d'origine industrielle, avec une industrie qui s'est dégradée dans les années 60, comme dans beaucoup d'endroits, etc., et qui essaye de se reconvertir. La province de Brabant, avec qui on a commencé aussi un travail, c'est plutôt une province riche, dans le sud de Bruxelles, etc. La province de Liège est très semblable à la province de Hainaut. C'est les deux gros bassins miniers, industriels, et c'est aussi les deux gros bassins dans lesquels l'enseignement professionnel et technique s'est développé grâce à la province, qui voulait permettre, à partir du 19e et jusqu'à aujourd'hui, de fournir finalement des personnes qui acquièrent des compétences dans le domaine technique et professionnel. C'est une volonté politique d'avancer dans ce domaine-là. C'est moins vrai pour le Brabant qui n'est pas confronté à ce genre de situation. Alors, un des problèmes en travaillant avec les provinces, c'est que les provinces s'occupent pas d'enseignement fondamental, donc elles s'occupent seulement de l'enseignement secondaire, et ce dont on s'était rendu compte, c'est que c'était très bien de travailler sur l'orientation, mais le secondaire, c'est déjà tard. Puisqu'on va faire 2 années, et puis hop là, on est orienté. Or, les problèmes d'orientation, ils vont se poser bien en amont. Alors, ils ne vont pas forcément se poser de façon cruciale, puisque l'enseignement primaire, sans doute comme chez vous, il y a peu de choix. Simplement, il y a des écoles qui font de l'immersion linguistique. Et puis, vous choisissez l'école du réseau, vous voulez une école catholique ou une école qui ne l'est pas, etc. Mais globalement, les programmes visent les mêmes objectifs, il n'y a pas de filière, sauf pour les écoles en immersion, où c'est une filière particulière, mais sinon, vous avez des programmes. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que chaque pouvoir organisateur, théoriquement, fait ses programmes. D'accord ? Donc ça veut dire qu'une école primaire fait, bon an mal an, poursuit les mêmes objectifs généraux de fin de primaire que n'importe quel autre, mais les programmes sont différents, on ne voit pas les choses en même temps, au même moment, ce qui fait qu'aussi les élèves qui échouent, y compris dans le primaire, c'est une constante chez nous, ils changent souvent d'école. On pense que si ça n'a pas été, c'est la faute à la maîtresse ou à l'école. On change d'école. Et évidemment, il y a beaucoup de chances pour que l'école la plus proche n'appartienne pas au même réseau d'enseignement. Ouais. Et donc, les programmes sont différents. Donc, quand vous êtes faible, vous avez toutes les chances de vous retrouver dans une école qui va reprendre le problème autrement, certes, mais pas au même endroit. D'accord ? Et donc, vous pouvez dire que c'est de la différenciation, mais bon, c'est pas de la différenciation telle qu'on l'appellerait nous. Et donc, on se retrouve dans une situation où plus vous êtes en difficulté, plus le monde va devenir difficile. Et il va devenir difficile pour vous, mais pour les profs de dernière année du secondaire, dans le professionnel, il est aussi très difficile, puisqu'il n'y a pas un élève qui a fait le même parcours. Alors que dans l'enseignement général, dans un bahut réputé, tous les élèves ont commencé dans ce bahut, mais la moitié a disparu.
à changer, etc. Donc on voit évidemment que tous ces aspects-là doivent être pris en compte quand on essaye d'avancer. Ce n'est pas simple. Alors, on a aussi pris le parti, qui n'est pas très universitaire, de travailler sur des outils. En Belgique, l'université est peut-être un peu plus pragmatique que dans d'autres endroits, pour dire ça comme ça. Et donc la notion d'outil, elle est vraiment au cœur de l'affaire. On ne pense pas qu'on s'allie en proposant des outils sans avoir une somme préalable d'éléments, de réflexion. Donc on s'est dit, on va aller prendre finalement les enseignants où ils attendent des choses, donc offrons-leur ce qu'il faut. Et finalement, l'école, en tout cas chez nous, c'est finalement un des rares endroits où on travaille à main nue et où les gens qui enseignent doivent fabriquer leurs propres outils. Alors c'est un peu leur faute aussi. En 68, on voulait pouvoir être libre, faire tout ce qu'on voulait, etc. Un petit coup pour 68, comme ça. Mais en faisant ça, évidemment, plus de manuel, pas de manuel officiel, pas de support pédagogique. Ok, fais-le toi-même. Mais aujourd'hui, on voit l'effet de faire soi-même. C'est super chouette. Certains sont très bons artisans, y arrivent très bien, mais une majorité perdent un temps, une énergie folle à réinventer la roue et à finalement faire des photocopies de manuels. Sauf que dans le manuel, on peut trouver les manuels chouettes ou pas chouettes, il y avait quand même un fil conducteur. Aujourd'hui, quand vous baladez dans certains établissements, vous voyez des photocopies du manuel A, du manuel B, du manuel C. Toute la logique, toute la réflexion sur le manuel a disparu. Les couleurs ont disparu, le truc est dégueulasse, et on n'est pas très content, mais on a fait son choix, on a l'impression d'être libre. Pour les Belges, c'est important d'être libre, enfin d'avoir l'impression d'être libre. Donc on est dans cette situation-là, donc on s'est dit, offrons-leur des outils, et puis ils en font ce qu'ils veulent. Mais pour que les outils marchent, pour qu'il n'y ait pas d'excuses en disant, ouais, mais c'est pas... On les a fait en fonction des programmes. On avait la chance, on travaillait pour un pouvoir organisateur, donc on voulait les faire adéquats. Donc on les a fait en fonction des programmes, etc. Et puis, quels outils et pourquoi des outils d'orientation ou d'approche orientante ? On s'est dit, l'orientation, c'est pas que l'affaire des psychologues, des fameux centres PMS. Les pauvres, ils sont déjà bien débordés. Alors, travaillons avec les enseignants pour avancer progressivement. Et finalement, quand on parle dans un texte en français de quelque chose, on pourrait parler de métier. On pourrait aborder le problème finalement par cette voie-là. Et donc distillons finalement à travers tous les outils qu'on va proposer, des outils qui vont permettre de permettre, hop là, qu'est-ce que je suis là en train de faire ? Oui, je ne sais pas ce que je voulais faire, j'ai perdu ma dia. On va donc essayer de distiller dans les outils une réflexion sur les métiers. Alors tous les enseignants ne peuvent pas parler de tous les métiers, mais les psychologues non plus. Ils n'ont pas tous fait, donc c'est compliqué. Mais les enseignants ont certainement des choses à dire, les textes peuvent nous apporter ce genre de choses. Les activités de sortie de classe, essayons de les cadrer dans une réflexion plus générale, plutôt que d'aller visiter un chocolatier parce qu'il y a un chocolatier à côté ou que c'est le père d'un gosse de notre classe. C'est intéressant, mais n'allons pas voir 3 fois un chocolatier. Réfléchissons à d'autres métiers, etc. Donc c'est un peu le genre de choses qu'on a essayé d'instiller. Et quand on est allé voir le chocolatier, et si on en ramenait quelque chose, peut-être bien que ce serait mieux d'y aller en ayant préparé la visite, en lui posant quelques questions, et puis en ramenant dans les productions d'élèves ce qu'on a récolté sur le terrain. C'est pas très compliqué. On leur fait faire des tas de trucs à ces gosses dès le primaire. Donc commençons à écrire à propos de cela. Ayons des choses à dire sur ce qu'on a visité. Et puis, est-ce qu'on est tous obligés d'aller visiter le même chocolatier ? Si on est 2 ou 3 enseignants, on peut peut-être faire des choix. Et puis les élèves d'une même classe peuvent se répartir. Parce que si tous les élèves ont vu la même chose, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le raconter. Par contre, si des élèves de la même classe, dans ma classe, quand je les retrouve, ont été voir des choses différentes, là, ça a du sens d'en parler. Donc, tous ces aspects-là, finalement, on les a par petites touches distillés dans les outils de manière à proposer des activités. On s'est dit, on peut faire des tas de choses, finalement, en classe, sans que le prof de français ne quitte son programme. Parce que ça, le programme, c'est important. Enfin, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous regardez ce qu'on fait, on ne fait pas toujours tout le programme. On passe parfois un temps fou à répéter une petite danse de fin d'année tous les vendredis après-midi. Vous dites, et le programme ? Ah, le programme, à ce moment-là, il n'est plus forcément là. Donc, il faut réfléchir, mais l'alibi du programme, il faut l'utiliser, prendre les gens au sérieux, et donc se dire, avançons et offrons-leur des activités. On l'a fait pour les profs de français, parce que c'est eux qui ont une charge horaire importante, et puis on s'est attaqué aux profs de maths, et puis on continue. Alors, ce qui est amusant, c'est que maintenant, les gens disent, et pourquoi il n'y a pas la géo ? Alors, on a peut-être bien réussi quelque chose. Si les gens commencent, nos collègues, enseignants commencent à dire, et pourquoi pas nous ? Finalement, ça nous pousse à avancer, et donc on continue à avancer bon an, mal an, dans cette perspective-là. Idée donc de donner du sens, d'avoir une approche métier, d'essayer de contrer cette orientation négative, revaloriser l'enseignement qualifiant. Tout ça, ce sont des idées qu'on a essayé sans réforme, ou sans changement finalement, de se dire on peut les distiller à travers tout, et peut-être que progressivement, ça va avancer.
Et donc, finalement, cette approche orientante, ce qu'il y a de nouveau, ou ce qu'il y a d'un peu différent, parce que parfois les enseignants disent « mais on fait déjà tout ça, on visite des entreprises, on fait des activités, on fait », et ouais, ok, mais quelle est la réflexion globale autour de tout ça? Finalement, le cadre que nous, on a emprunté à nos collègues québécois, il se prête assez bien, parce que finalement, il offre un cadre de réflexion dans lequel l'ensemble de l'équipe peut s'inscrire. C'est-à-dire, il y a des choses à apprendre à l'école, mais il y a aussi à aider les élèves à se représenter eux-mêmes cheminants. Savoir ce qu'ils valent. Et pas seulement en termes de notes scolaires, mais aussi en termes de « je sais faire ça », en termes de prix à payer. Vous avez des élèves qui se disent dans le secondaire « moi je ferais bien pilote de chasse ». Voilà, parfois on se dit « ok, pourquoi pas, voilà une excellente idée, pilote de chasse. On va rénover nos avions là, à prix d'or, ok, pour la défense, pourquoi pas. Mais pilote de chasse, ça suppose un certain nombre de compétences. Outre le fait d'avoir une vue à peu près correcte, bon, mais si je ne suis pas très bon en maths, c'est pas grave. Il faut juste que je sois d'accord de passer beaucoup de temps à acquérir ces compétences. Ouais. Si je n'ai pas envie de le faire, alors mes chances de devenir pilote de chasse vont être beaucoup moindres. Et c'est cette discussion-là avec les élèves, ça change un peu de la perspective que les élèves nous renvoient souvent de « j'ai beaucoup travaillé pour vous ». Moi, quand un élève, y compris à l'université, me dit « j'ai beaucoup travaillé pour vous », je sors de ma poche mon portefeuille, je dis « j'ai pas gagné un bal de plus, hein. Tu n'as pas travaillé pour moi j'ai rien gagné dans ton travail. Au contraire, quand tu me donnes une copie, je dois la corriger. C'est moi qui ai travaillé pour toi. » Ouais. Et donc la perspective va évidemment un petit peu changer si on arrive à persuader les élèves que ça a du sens. Ils vont se dire ok, le cours d'anglais, moi j'aime pas tellement, mais ça a quand même du sens par rapport à ce que je veux faire. Ouais. Ou ce serait plus utile, bon on m'a fichu dans le cours de néerlandais, mais je préférais faire de l'anglais finalement à tout prendre parce que ce sera plus utile pour mon boulot. C'est mieux que de dire je vais faire de l'anglais parce qu'en néerlandais je suis nul et que la prof elle est pas sympa et que la prof d'anglais c'est plus chouette parce qu'on chante. Hein. Bon, donc il faut aussi pouvoir se chanter en néerlandais. Bon, c'est une aventure aussi. Oui, mais je vous promets de ne pas chanter en néerlandais. Alors, donc ça change aussi la perspective et la conception. Donc finalement, on prend le problème par l'outil et puis on le remonte en se disant, essayons de faire bouger les choses. Alors ces fameux outils, je crois que je vais y arriver. Oui, il y a plusieurs étapes. Mais ça, vous trouverez dans toute la littérature sur l'approche orientante, de dire on commence d'abord par ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire cette infusion. On travaille dans les contenus disciplinaires, on essaie d'avancer sur cette réflexion. Puis progressivement, on sort de sa classe, on collabore avec d'autres, on essaie d'élargir la perspective, et puis on essaie de mobiliser l'ensemble de l'environnement pour favoriser cette approche orientante, pour que le jeune, finalement, soit soutenu, aidé dans cette perspective, et que progressivement, il puisse trouver des partenaires autour de lui qui vont l'aider par des visites, par des témoignages, par éventuellement un soutien d'un psychologue qui peut l'aider à voir un peu plus clair sur certains aspects, à clarifier certains sujets. Hein. On n'est pas toujours très clair de pourquoi on aimerait faire quelque chose. À un moment donné, je m'étais dit, je vais entrer à l'armée, parce que pour des raisons familiales, c'était compliqué et ça permettait de faire des études supérieures. Fort heureusement pour moi et pour l'armée cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Mais tout ça, ça vous demande de clarifier un petit peu votre situation et de comprendre pourquoi vous dites que c'est ça que vous allez faire. Certains jeunes ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais ce n'est pas forcément les pires. Parfois, les pires, c'est ceux qui savent très bien ce qu'ils vont faire. Et alors là, vous dites, ok, c'est bien. C'est bien. Alors je dis rien, vas-y, au moins il sait ce qu'il veut. Non, parfois il faut reconstruire, et puis pour reconstruire, il faut déconstruire, réfléchir, et donc c'est pas simple de démonter des murs pour en refaire de nouveau à partir des briques qu'on a. Il faut aussi tenir compte des briques qu'on a, c'est-à-dire de faire en sorte que si c'est pas celle qu'il faut en chercher d'autres, mais tout ça c'est du travail et ça coûte. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on voit ce que ça coûte. Tout n'est pas possible tout le temps. Et donc, je vais passer les aspects historiques et peut-être aller me promener sur ce joli panneau publicitaire. Le livre, vous l'avez déjà vu, donc il essaie de raconter ce que je vous ai dit en moins de 200 pages. Ça, c'est une contrainte des éditeurs aujourd'hui. Il essaye de le raconter aussi en ne parlant pas que de la Belgique. C'est aussi une contrainte des éditeurs. Debout est un éditeur belge, mais la mondialisation fait. Maintenant, c'est Albin Michel. Et donc, forcément, il faut aussi parler de la France, du Québec, etc. Alors, c'était pas idiot parce que ça nous a obligés de sortir de notre confort et d'en parler. Alors qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc je vais me balader sur le site qui s'appelle Approche Orientante. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des notes qui servent aux enseignants et qui sont directement exploitables en classe, c'est-à-dire des feuilles détachables qu'on peut utiliser en classe pour des activités. Il y a plein d'activités et le but n'est pas de remplacer l'enseignant. Donc l'idée, c'est de lui permettre d'avoir un répertoire, d'aller pêcher dedans
Mais au moins, les activités sont formatées d'une certaine manière, on s'y retrouve, il y a des raisons de faire telle chose. Ça permet aussi aux profs de telle année de ne pas refaire la même chose que le prof de l'année suivante, et puis les élèves disent « encore ». Ça permet aussi de réfléchir, même si le prof de français n'est pas psychologue, à qui je suis, moi comme élève, qu'est-ce que j'aime. On ne leur demande pas souvent à l'école ce qu'ils aiment, on leur demande surtout de faire ce que nous on aime. Donc qu'est-ce que j'aime, pourquoi j'aime ça, hein, donc ça c'est aussi mieux me comprendre. Pourquoi est-ce que j'aime ça? Parce que c'est facile, parce que c'est challengeant, ça m'amène à me dépasser. Bon, c'est évidemment pas le même diagnostic si je dis moi je fais de l'anglais parce que c'est facile, ou si je dis je fais de l'anglais parce que j'ai envie de devenir astronaute. Après, on peut se dire, est-ce que c'est raisonnable de vouloir devenir astronaute? Un psychologue est aussi un peu rabat-joie, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'astronautes, mais ma foi, pour être astronaute, c'est pas interdit d'être astronaute, donc il faut y réfléchir, mais il va falloir boulotter, etc., etc. Donc vous allez trouver ce genre de choses, des feuillets d'activité. Vous allez trouver aussi, alors ils ne sont pas mis en ligne, mais on peut les trouver, des DVD qui expliquent l'histoire. Donc ce que je vous fais en bref, on l'a fait, et notamment en allant voir au Québec et en interrogeant des Québécois sur cette histoire. Parce que souvent on vous vend un truc, et on vous dira peut-être dans un an, on va faire tel truc, parce qu'en Belgique on fait ça. Bah, la meilleure solution, c'est d'aller voir en Belgique si on le fait vraiment. Et puis si les gens le font, et puis s'ils sont contents, et puis quels sont les problèmes, et puis au moins vous aurez économisé la peine de devoir l'essayer vous-même et de vous rendre compte que ce n'était pas une bonne idée. Donc c'est ce qu'on a fait donc, dans les DVD, pour vraiment persuader les équipes pédagogiques, ou en tout cas les faire réfléchir, ils achètent ou ils n'achètent pas, eh bien cette idée-là, on a essayé d'interroger des acteurs qui en étaient convaincus, des acteurs qui ont vécu le cheminement. Par exemple, on a des acteurs qui ont connu l'époque au Québec où il y avait des cours d'orientation. On donnait des cours. Alors ils en sont revenus, sans doute à raison, hein, et donc pourquoi est-ce qu'on en est revenu, pourquoi est-ce qu'on fait autre chose, etc. Donc tous ces aspects-là, je crois qu'il faut vraiment pouvoir documenter les professionnels. On a aussi des activités qui nous semblaient importantes sur les familles. Alors là, on est le moins avancé, on a fait des choses, mais on a certainement beaucoup à faire encore. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est des petits carnets qui permettaient à l'élève, puis aux parents, de parler de l'élève, et puis un troisième carnet qui permettait de faire la synthèse, en quelque sorte. Et l'idée, c'était de faire en sorte que parents et élèves se parlent de ce qu'ils ont envie de faire, et qu'aussi on prépare les réunions de parents quand on va à l'école. Parce que moins on est en situation favorisée, plus on a de difficultés d'abord d'entrer en interaction avec une école. On n'a pas forcément un super souvenir de l'école, on n'a pas forcément l'impression d'être super entendu, et puis on n'a pas non plus nécessairement des choses à raconter qu'on croit intéressantes. Donc l'idée ici, c'était de permettre aux parents de travailler sur ce qu'ils allaient collecter comme information, et au moins de ne pas arriver en classe, ça arrive parfois aux réunions de parents, où l'élève dit quelque chose, et puis le parent dit « Ah bon, c'est ça que tu voulais faire ?» Et ça fait évidemment, pour l'enseignant, pour le psychologue, ça fait un peu bizarre. De se dire que c'est seulement maintenant que le parent se rend compte que c'est peut-être bien ça qu'il voulait faire. Donc l'idée, c'est d'essayer de travailler avec parents et élèves. C'est le moins facile. Et je crois qu'on n'est pas passé complètement à 100% sur ce qu'on voulait faire, parce qu'évidemment, on utilise l'écrit. Hein, donc ça suppose que les écoles diffusent ce genre de choses, etc. Que les écoles expliquent aux parents, peut-être en début d'année, vous savez, vous allez pouvoir utiliser ce genre d'outils. Quand vous allez venir nous voir, venez avec. Et venez en discuter, comme ça au moins on a des éléments et on peut parler de choses un peu concrètes. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là-bas. Sur les activités, il y a aussi du travail qu'on continue à mener. Là, donc on va sortir une nouvelle série grâce à la province de Liège, après la province de Hainaut, sur les mathématiques. On a fait un jeu en mathématiques avec la province de Hainaut sur comment à la fois... Alors, c'est un truc qui mélange les mathématiques, un peu comme un challenge, et des questions sur les métiers, etc. Donc, encore une fois, on est sur des choses qui sont habillées de mathématiques, hein, mais on se dit, ça peut être intéressant d'avancer comme ça. Et ce dont on est content, c'est que tout le travail maths a été fait, par exemple, par une école de formation de futurs profs de maths. Ils sont fendus de faire le... Alors nous, on a travaillé sur l'habillage, mais ils ont fait le contenu. Donc on essaye chaque fois de se dire, finalement, si on prend plus tôt, ce sera mieux. Donc si on prend les futurs profs au début, si on les persuade que les profs de maths ont aussi quelque chose à dire sur l'orientation, hein, et ne pas être comme dans certaines situations où vous demandez à des agrégés à quoi ça sert les maths, et ils vous répondent à devenir prof de maths, et ensuite, à devenir prof de maths, et puis d'être chercheur en mathématiques.
Ou prof de maths à l'université, bon, il y a sans doute plein d'autres domaines dans lesquels on peut développer. Si vous dites ça à un élève, ça ne va pas beaucoup le persuader de faire des maths. Alors, foire aux questions, pour l'instant, on n'a pas encore alimenté, on vous dit simplement comment vous pouvez contacter. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Et les différents outils, vous allez les retrouver ici. Outils d'information. Alors, on croit vraiment ce qu'on nous dit, on est assez bébête, et donc on nous a dit les enseignants ne lisent pas. Alors, on s'est dit, faisons des vidéos. D'accord? Donc on a fait des choses écrites, mais on a aussi fait des vidéos. Donc vous avez trouvé, oui, mais il ne faut pas que ce soit trop long, parce qu'aujourd'hui, c'est l'instant, c'est le moment. On a fait des vidéos courtes. D'accord? Donc on a essayé de faire tous ces... Donc on est prêt à s'engager dans des solutions si ça marche. Okay? Et ça marche plutôt, alors donc, parce qu'ils vont regarder et puis ils vont discuter. Des outils pour la classe. On a ici toute une série d'outils, et là aussi, on n'a qu'une partie des outils qui sont mis en ligne, mais vous pouvez regarder, et si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et les fameux outils pour les parents, vous allez retrouver, alors à la fois les livrets, et puis on a aussi essayé de faire des petites cartes qu'on peut mettre avec des magnettes sur son frigidaire. Et puis, on a une série de publications scientifiques, là aussi, c'est pas mis à jour, mais on s'est amusé à faire le bouquin, c'était intéressant. On a publié toute une série de rapports qu'on n'a pas mis en lien direct, mais si ça vous intéresse, on peut certainement vous y donner accès. Et puis des publications, par exemple, on s'est amusé à tester des outils orientants québécois. Il y a un jeu qui s'appelle VIP, qui est un jeu pour essayer de faire, en se basant sur Hollande, de faire, lors d'un jeu, permettre aux élèves de faire émerger un type particulier d'intérêt, etc. C'est un jeu qui avait été fait par des collègues québécois. On l'a testé, et on l'a testé dans le Haut-de-France, avec une étudiante française qui a fait son mémoire chez moi et qui maintenant travaille dans le monde de l'orientation en France, le monde de l'orientation de l'éducation nationale. Et donc on a testé ça, voir si ça marchait. Et on l'a comparé aux vrais outils d'orientation, aux vrais inventaires, etc. Et on se dit, bon, c'est pas la même chose, d'un point de vue psychométrique, c'est pas pareil, mais les jeunes entrent dedans. Alors certains, non, ils disent, c'est un jeu. Mais pour beaucoup, ils acceptent d'entrer dedans, ils jouent à ce genre de choses, et ça leur donne un début, et puis après, il faut en discuter. Donc c'est intéressant aussi de tester ce genre de choses, et on l'a fait très sérieusement dans une revue francophone, mais qui parle de mesures et d'évaluation. Donc voilà. Alors, je crois que je suis à la fin de l'histoire. Oui, peut-être vous dire que finalement, il y a aussi des motifs de satisfaction. On est pour l'instant en train de revoir notre système. Alors, on est très très lent en Belgique quand on fait une réforme. On n'a pas une alternance gauche, droite, centre ou je ne sais pas. Nous, on a généralement des partis qui n'ont aucun la majorité et puis ils doivent s'entendre. Donc, on a des coalitions. Donc, quand on veut changer un système qui, en plus, est extrêmement décentralisé, on est extrêmement lent. Donc, pour l'instant, et ça fait quelques années, on travaille sur un pacte pour un enseignement d'excellence. L'affaire a commencé il y a longtemps, et je crois qu'elle ne va pas se finir tout de suite. Mais là-dedans, on va retrouver dans les documents, finalement, des choses intéressantes pour nous, puisqu'on voit apparaître l'idée de pérenniser l'orientation, généraliser l'approche orientante, etc. Donc on se dit, tiens, finalement, le petit travail qu'on menait et puis qu'on distillait, il a l'air de remonter, et Bruxelles a l'air de se rendre compte de ce qu'on fait à Mons. Donc ça, c'est aussi un petit côté sympa, sachant que Bruxelles n'est pas loin de Mons. Voilà. Donc concrètement, je crois que vous avez vu toute cette histoire. Donc l'élève, acteur de son orientation, l'orientation active et positive. Il faut essayer de faire en sorte que ces deux aspects positif et actif soient présents, c'est l'élève qui s'oriente. Éducation au choix, si on veut choisir, il faut savoir comment on choisit. Si vous allez dans un restaurant et que vous ne connaissez pas la langue dans laquelle la carte est écrite, vous pouvez choisir. Mais vous choisissez quoi? Moi, généralement, je prends le premier, parce que j'ai aucune autre idée, je ne sais pas si ce machin est mieux que ce truc, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut savoir choisir. Se connaître soi-même, évidemment, c'est pas simple. Et on peut le faire dès la maternelle et avancer. On se connaît soi-même, mais on n'est pas soi-même tout le temps pareil. On évolue. Donc il faut aussi se dire qu'on ne met pas les gens dans des cases, mais qu'il faut continuer à réfléchir sur qui on est, être capable de s'auto-évaluer. Est-ce que ça, je saurais le faire? Et si je saurais le faire si je fais telle chose, ou si je me fais aider par quelqu'un. Découvrir progressivement ses aptitudes et ses aspirations, vous savez ça, et découvrir le monde extérieur, parce que si on ne parle que de l'école, et qu'on ne justifie les filières que par l'école, ou par l'université, quand on est à l'école, ça ne va pas aider beaucoup. Il faut être vachement capable de se représenter des métiers quand on vous dit simplement, voilà, fais tel parcours ou tel parcours, et qu'on ne sait pas ce qui est au bout. Ou que le métier n'a aucun sens pour nous. Il y a des tas de métiers, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et forcément, moi je ne me suis jamais demandé si j'allais être plombier. Je n'avais pas de plombier dans ma famille, ce n'était pas à l'ordre du jour. Peut-être que j'aurais fait un très bon plombier, peut-être que ça m'aurait plu, je ne le saurais jamais.
Mais c'est une question qui n'a jamais été posée à la maison, qu'on ne m'a pas posée à l'école, puisque ça marchait plutôt bien. Et donc, tous ces aspects-là, évidemment, sont aussi à réfléchir. Et important aussi, dans les écoles, développer une approche cohérente, profs et centres psychomédico-sociaux, entre autres, parents, responsabilité des différents acteurs, on a tous une part à jouer, les enseignants ont une part à jouer, l'intégration des contenus, j'en ai parlé aussi, la nécessité d'un guide commun, de savoir finalement derrière un projet, alors peu importe que ce soit approche orientante ou n'importe quelle autre idée, l'important c'est d'avoir une idée qui peut fédérer, qui est claire, qui est compréhensible et derrière laquelle on peut se mettre, adhérer. Ça c'est aussi un aspect important. Si ça a l'air d'être complètement farfelu ou hors de portée, évidemment on ne va pas faire avancer les choses. Prévoir des formations, ça c'est important aussi, ce n'est pas inné, hein, et dire qu'il y a un bouquin, ça ne suffit pas. Et prévoir un portail d'information, etc., je crois que c'est aussi ce qu'on a essayé de faire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Pour le reste, je pense que c'est de la bibliographie. Voilà, et ça, on ne va pas la passer en revue. Voilà, je vous remercie.